Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 32, je suis en compagnie d'Adrien. Salut Adrien, comment tu vas? Salut Thomas, bah ça va très bien parce que c'est bientôt Noël, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, on est content, il fait chaud, il fait froid, on sait plus. En tout cas on est très content. On est très content, on est avec le chat évidemment sur Twitch, réunis pour la dernière fois de l'année puisque c'est le dernier Pop News en bonne et due forme de l'année enregistré en direct sur twitch.tv/p0pnews. N'oubliez pas le petit follow, c'est gratuit et comme ça vous pourrez nous retrouver quand on relancera les lives l'an prochain, mais ça sera pas en janvier puisque... petit congé, paternité de mon côté, petite pause, tel un C'est groupe. Est-ce que c'est le mien? Tu peux me le dire. Je suis prêt à assumer. Hein. Je voulais pas vous le dire en direct face à tout le monde, mais bon. Non. Ok. Tu me le diras en off? Oui, non, mais je voulais que tu sois le premier. Ah, écoutez. Allez, on leur dit. On adopte. Voilà, et donc, du coup, on va en Ah. profiter pour faire une petite pause quand même de Pop News sur la période de janvier. Ce qui veut pas. On en a besoin tous les deux déjà, et moi, je pourrais pas assumer à mon avis. Non. T'es un lâcheur, mais... Voilà, je suis un peu un lâcheur, c'est à cause de moi que le groupe disbande, comme on dit en anglais. C'est la fin des haricots. Waouh. Mais donc voilà, ça c'est pour la petite annonce de ce côté-là. Donc janvier, il y aura des contenus a priori que Adrien nous pondra de temps en temps quand il aura envie et le temps. Côté YouTube... potentiellement Dailymotion, TikTok, enfin les formats verticaux en grosso modo, c'est toi qui les as toujours gérés et qui les gères de main de maître. Allez follow partout, parce que Instagram, de force, TikTok, ouais. YouTube, Dailymotion, ne pas oublier Dailymotion en janvier s'il vous plaît. Très important Dailymotion. Très important Dailymotion. Allez sur Dailymotion. Voilà, et puis sur toutes les autres plateformes où on est disponible, hein, évidemment, Twitter, Facebook, Twitch, et puis WhatsApp, ainsi que Threads, désormais. Il y en a toujours un. Chaque semaine, il y en a un de plus. Toutes les semaines, il y en a un nouveau. Bref. Ouais, Threads, Twitter Lite, on va dire. Exactement. Instagram. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord, puisque c'est le meilleur moyen de rester en contact avec nous pendant cette pause. Qui s'annonce en janvier, puisque on traîne sur le forum et c'est franchement très sympa de discuter tous ensemble à la cool de tout ça. Donc si vous voulez des nouvelles, c'est vraisemblablement là qu'il faut aller. Tous les liens de tous nos comment dire, réseaux sociaux sont disponibles dans les descriptions, là où vous êtes, sur les podcasts évidemment, sur les réseaux, etc. etc. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que c'est que Pop News quand même? Faisons le rappel. Pop News, c'est votre récap hebdomadaire de l'actualité pop culturelle. Cette semaine, donc c'est le dernier point... nouveautés et news de l'année, donc Pop News 32, et on a pas mal de petites choses à vous dire, hein, quelques brèves qu'on vous a sélectionnées, le point box-office d'Adrien, le gros sujet qui est dédié cette semaine à nos films préférés de Noël. Comme c'est original. Oui, c'est original cette saison, écoutez, c'est la première fois qu'on le fait, allons-y. Je pense. Ouais, tous les ans, on va vous le ressortir, mais c'est pas grave, non. Les fameux marronniers, comme on dit. Le radar des sorties, qui est rempli à bloc cette semaine. Et enfin, les recos, anti-recos, on verra à la fin de l'émission. Sachez que vous avez deux petites émissions qui vont vous sortir très prochainement aussi, pour Noël et pour le Nouvel An, qui seront un bilan de 2023 et nos attentes pour 2024. Donc n'hésitez pas évidemment à aller checker ça. Tout ça, c'est pour vos petites oreilles et vos beaux yeux. Petite friandise qu'on mettra dans les chaussettes. Exactement. Voilà. Les petits cookies pour le Père Noël, le petit lait bien entendu, et le petit podcast. Hein? Il adore. Mettez-lui un petit podcast dans les oreilles. Allez. Voilà, allez, et n'oubliez pas de parler de nous autour de vous, bien sûr, c'est comme ça qu'on conquérira le monde. C'est difficile à dire, Je on va conquérir le monde, voilà, le montage. Hop, allez, c'est parti. Pour les brèves, Adrien, je te donne la parole enfin, puisque tu vas nous parler de deux spin-offs possibles et dans les cartons pour Peaky Blinders. Exactement, ça a été annoncé dans la dernière newsletter de Bloomberg, le site américain Bloomberg, qui en fait annonce qu'il y aura potentiellement 2 spin-offs pour Peaky Blinders. Il y avait déjà des rumeurs d'un film en fait, Peaky Blinders, justement, Margot Robbie très récemment avait demandé à Cillian Murphy s'il était chaud pour un film. Lui est chaud plus ou moins parce que... Il se fait désirer peut-être.
il se fait un peu désirer, etc. Mais en tout cas, là, c'est plus ou moins confirmé ces deux spin-offs. En gros, on le sait, Netflix en fait a attiré des dizaines de millions d'utilisateurs avec plein de séries, House of Cards, Stranger Things, etc. Et là, il commence à se transformer un petit peu en studio hollywoodien traditionnel, en produisant beaucoup plus de suites, de préquels, de reboots et de spin-offs. Et donc, Bloomberg nous révèle que cela inclut une éventuelle en fait série télé située dans l'univers de la franchise, donc Peaky Blinders, avec deux, j'ai dit une, mais en fait c'est deux séries télé, une qui se déroulerait à Boston au milieu du XXe siècle, quelques décennies en fait après les Peaky Blinders originaux, et une autre série télé spin-off qui se concentrerait sur Polly, la matriarche du clan Shelby. D'accord. Voilà. On n'en sait pas plus pour l'instant. Bloomberg, c'est une référence absolue, il lâcherait pas une info comme ça sans avoir vérifié. Bien sûr. Donc, et puis c'est pas étonnant du tout de la part de Netflix de vouloir capitaliser sur leur grosse licence. Peaky Blinders est un énorme succès. Et puis Cillian Murphy, voilà, avec Oppenheimer et complètement dans les trends. Voilà. Clairement. Peaky Blinders, bon, on en a parlé déjà la semaine dernière autour de cette interview, ce face-à-face Margot Robbie et Cillian Murphy, c'était logique qu'on en reparle. Et effectivement, Netflix qui sort la machine, on va dire, à imprimer des dollars et à réintroduire, à réimprimer les mêmes choses en fait. On a parlé aussi d'un spin-off de Wednesday cette semaine, des choses comme ça. Autour de l'oncle fétide, apparemment. Bon, ils essaient de créer des univers autour de leur série. Ouais, exactement. L'argent appelle l'argent, bien entendu. L'argent appelle l'argent aussi, probablement, avec le 4e épisode de Kung Fu Panda qui s'est révélé cette semaine avec un nouveau trailer, un premier trailer en réalité. Le film sort début mars 2024. C'est probablement une des attentes de certains pour l'année prochaine. Kung Fu Panda, moi, personnellement, j'aime beaucoup. C'est cool. Les films Kung Fu Panda. Un 4e revient, bien entendu, avec Jack Black toujours dans le rôle titre. Et Manu Payet à la VF aussi. Tout à fait. Ce qui nous intéresse ici présentement, c'est la potentialité que Kung Fu Panda 4 lance une nouvelle trilogie, puisque il y aurait Kung Fu Panda 1, 2 et 3, et Kung Fu Panda 4, 5 et 6. Ce qui est potentiellement intéressant, parce qu'il y a quelques années déjà, le projet Kung Fu Panda était potentiellement on dit une hexalogie, une sexalogie, je ne sais plus. Pour 6 films Pour 6 films, je sais plus. Enfin bref. Une série de 6 films était pensée comme une série de 6 films, ça avait pris un petit peu de temps entre l'épisode 3 et l'épisode 4, et désormais, potentiellement, le 4 pourrait relancer cette machine, et c'est une question qu'a posée le site Next Best Picture au réalisateur et à la productrice en exclusivité, et tous deux se sont prononcés, ont été un petit peu évasifs, mais le réalisateur, qui s'appelle Mike Mitchell, a dit, grosso modo, c'est tout à fait possible. Je pense qu'on ne se lassera jamais de voir Jack Black dans le rôle de ce panda. Il dit que vraiment ce personnage-là lui colle vraiment à la peau et à la voix. On pourrait le regarder indéfiniment, cela étant dit, nous avons fait le chapitre le plus épique de cette licence avec celui-ci, donc avec ce 4e film. Notre mission était de produire le meilleur film possible à voir au cinéma, c'était notre mission dès le début, on verra bien. Donc, visiblement, ils ont vraiment tout donné avec ce 4e épisode, en faisant revenir des anciens personnages, en ajoutant d'autres, etc. Donc, il y a du potentiel avec cet épisode 4, surtout que, comme on le voit en filigrane dans ce trailer, l'idée c'est que Po, le personnage principal de Kung Fu Panda, va être amené à peut-être se trouver un successeur, et donc, potentiellement, effectivement, relancer la franchise, mais pas forcément avec lui dans le rôle principal, donc pourquoi pas. Ouais, et surtout c'est rigolo dans ce trailer, ils font un retour sur tous les grands méchants de la franchise. En fait, t'as les 3 premiers méchants en fait, qui reviennent à chaque fois. Donc c'est une sorte de boss run qui se fait dans le trailer, c'est rigolo, je trouve que c'est une bonne idée. Et je suis pas un grand fan du tout de Kung Fu Panda, mais je la regarde avec grand plaisir. C'est jamais le film où je me dis tiens, génial Kung Fu Panda, mais si je tombe dessus, aucun problème. Ouais, grand plaisir de regarder ça. Effectivement, c'est pas mes films d'animation préférés, mais il y a quand même une qualité dans ces films. Et quand je tombe dessus, c'est avec plaisir que je
regarde quelques minutes du film, bien entendu. Donc Kung Fu Panda 4 à surveiller début mars 2024. On vous en parlera peut-être au moment de sa sortie. On revient avec Netflix qui à nouveau continue l'impression de billets, Adrien, puisque on a eu une news très étonnante de la part de Netflix au sujet de One Piece. Oui, alors One Piece en fait, qui a eu le droit à une sorte de reboot, remake. En gros, pour la faire très simple, One Piece c'est un dessin animé, c'est un animé diffusé depuis la fin des années 90, depuis octobre 99 au Japon. La diffusion de l'animé One Piece est toujours pas terminée. Faut savoir que c'est vraiment toujours en cours et que c'est regardé par des millions et des millions de téléspectateurs à travers le monde. Et évidemment, au Japon, c'est un énorme carton. Depuis, en fait, le succès de la série live action sur Netflix, Netflix a une petite idée en se disant mais attendez, est-ce que les gens qui ont envie de se mettre à One Piece l'animé, ça va pas les décourager de voir qu'il y a plus de 1000 épisodes et qui sont pas forcément disponibles sur notre plateforme non plus, en tout cas pas partout dans le monde. C'est le cas en France, on n'a pas le droit à One Piece l'animé sur Netflix. Et ils se sont dit tiens, est-ce qu'on referait pas en fait le début de One Piece l'animé avec une toute nouvelle équipe, une équipe qui est pas la dernière, parce qu'en fait c'est l'équipe qui s'est occupée des saisons, alors je vais pas dire les bonnes saisons, mais en tout cas des meilleures saisons de ce qu'on m'a dit de l'Attaque des Titans et en animation. Et en fait leur but c'est de recréer le début de l'animé One Piece avec des nouveaux graphismes, une nouvelle réalisation, une histoire raccourcie aussi, on imagine en fait que ce soit une forme de kai. Pour ceux qui connaissent, en fait c'est tous les épisodes d'animé qui sont raccourcis, où on enlève tous les épisodes filler en fait qui servent pas à grand chose pour vraiment avoir une version condensée, efficace. Et donc ce serait l'objectif de Netflix avec cette nouvelle série qui s'appellerait The One Piece, qui s'appellera pas juste One Piece mais The One Piece, pour différencier j'imagine avec l'animé original. Oui. Et on n'a pas de date de sortie encore exactement. Bien sûr. Ils sont en train de bosser dessus, il y a quelques artworks dévoilés dans une bande annonce mais très rapide. Mais je trouve que c'est une bonne idée parce que encore une fois moi je l'avais dit à la sortie de One Piece, le live action sur Netflix, je ne connaissais pas grand chose, voire quasi rien du tout en fait de la série. J'ai été tout de suite happé par l'univers, j'ai acheté les mangas direct, j'ai commencé à mettre à l'animé et j'ai eu cette réflexion dont je viens de parler de il y en a beaucoup trop, grave. Je vais jamais avoir le temps, je n'ai plus 12 ans, je ne suis plus au collège et malheureusement j'ai un travail, ce qui va être très compliqué de tout regarder. Donc je me dis qu'une version une version déjà remasterisée en tout cas en fait, c'est pas mal, plus raccourci, je dis bon coup. Bah pourquoi pas, écoute, moi c'est vrai qu'en ce moment pour être en train de me refaire Naruto, c'est parfois compliqué avec tous ces épisodes filler de se dire mais attends, mais en fait ça je dois le regarder ou je dois pas le regarder. Et j'imagine que One Piece c'est un peu la même chose puisque bah, les séries animées japonaises sont un peu faites comme ça, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Je trouve que c'est une bonne idée. Je suis curieux et peut-être que, tu sais, c'est toujours assez pratique de repartir à l'épisode 1 et de se dire « Ah, c'est mon moment d'entrer là-dedans, quoi ». Oui, exactement. Ils font souvent ça avec les comics, donc ce serait pas étonnant que ce soit l'objectif. En tout cas, si c'est de qualité et si c'est bien fait, carrément. Il n'y a pas de raison que ce soit nul. Hein. Non. Très bien. Est-ce que il y avait des raisons que ce soit nul, cette post-logie Star Wars? C'est la question que je vous pose. Et bien écoutez, en ce moment, on a Adam Driver, donc Kylo Ren, qui fait la tournée des popotes en ce moment, puisqu'il est en train de promouvoir le film Ferrari, qui est en train de sortir aux États-Unis particulièrement. Et il s'est exprimé auprès de Rich Eisen dans son talk show, pour une interview aux États-Unis, et il s'est exprimé au sujet de la façon dont son personnage a évolué entre le moment où il a lu pour la première fois le premier script de Star Wars 7 et le produit final qui est Star Wars 9. Et visiblement ça a beaucoup évolué. Comme on s'en doute, et comme on l'a vu sur pièce entre les épisodes 7, 8 et 9, mais je crois que c'est la première fois qu'il s'exprime là-dessus. Daisy Ridley s'était déjà exprimé au sujet de son personnage en 2020, et voilà ce que dit Adam Driver. Il dit « J.J. Abrams m'a raconté ce qu'il voulait faire du personnage, et donc à la première lecture du script, donc c'était dans un endroit très secret évidemment, dans une petite salle où il pouvait pas partir avec le script, etc. Il dit « J'avais un arc narratif global sur les 7, 8 et 9. Son idée était que le périple de Kylo Ren soit l'inverse de celui de Dark Vador. Là où Vador commence en tant que personnage le plus confiant et le plus engagé dans le côté obscur, et puis au bout du dernier film, donc l'épisode 6, il est le plus vulnérable et le plus faible de ce point de vue-là. Non, je te parle de Dark Vador là. Ah ok, excuse-moi. Ouais. Il voulait faire l'inverse avec Kylo Ren.
ce personnage était le plus perdu et vulnérable au début des 3 films, on va dire Star Wars, de la postlogie, et il aurait été le plus engagé dans le côté obscur à la fin de ces 3 films, dans l'épisode 9. J'ai essayé de garder cet arc en tête, peu importe ce qu'était le périple, on va dire, peu importe le voyage, hein. Enfin peu importe l'atterrissage, l'important c'est le voyage, grosso modo. Parce que ça a changé durant le tournage, et ça on l'a vu, mais j'étais concentré sur cet arc-là. Voilà ce que dit Adam Driver, puis ensuite Rian Johnson a proposé ce qu'il appelle, entre guillemets, une direction différente, avec les derniers Jedi, et je cite encore, mais elle convenait toujours au personnage, tel que il l'avait imaginé, lui Adam Driver. Et alors là, c'est la dernière citation qui est importante. Pour le dernier film, donc l'ascension de Skywalker, ça a changé pour parler d'eux, donc de Kylo Ren et de Rey, et de la dyade, et de ce genre de choses. C'est devenu à propos de Ben Solo. Il n'en avait jamais été question, dit-il. Il était Ben Solo depuis le début, mais il n'y avait jamais eu de version où on verrait Ben Solo quand j'ai signé pour la première fois. Donc quelque part, on est en train de nous faire comprendre, enfin Adam Driver nous fait comprendre que ça a tellement changé qu'en fait c'était plus du tout ce qu'on lui avait proposé au tout début, au moment où il avait signé. Ce qui ne surprendra personne, bien entendu, étant donné le produit final qu'on a eu, c'est-à-dire que c'est une vraie cacophonie en fait, cette postlogie Star Wars, avec cet épisode 7 qui est un remake de l'épisode 4, ce qui à la rigueur, bon, soit. Un épisode 8 qui casse un petit peu le carcan de tout ça, et puis un épisode 9 qui essaie de recoller un petit peu les morceaux en faisant en sorte de réécrire un petit peu ce qui était dit dans l'épisode 8, et puis au final on va dire un atterrissage qui est plat au possible. Ouais. C'est catastrophique, particulièrement l'épisode 9, et donc du coup cet arc global qu'on proposait à Adam Driver n'a pas du tout été tenu, parce que on a fait absolument n'importe quoi. C'est une interview qui a été filmée et tu sens qu'il est déçu, ça se voit. Tu m'étonnes. Tu sens que le mec il est. Tu m'étonnes qu'il est déçu. Ça maintenant, mais c'est vrai qu'il est très déçu et qu'on lui avait vraiment proposé quelque chose de beaucoup plus solide à la base. Ce qui m'étonnera toujours avec cette postlogie, c'est le fait qu'ils aient pas assumé le fait que Johnson ait tout cassé dans le 8. Exact. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il faut l'assumer en fait. À partir du moment où c'est fait, c'est fait. C'est fait. Tu peux pas recoller les morceaux, ils ont pas réussi d'ailleurs. Et ce qui m'étonnera aussi, c'est d'avoir confié le truc à Johnson et d'avoir validé son script. J'aime beaucoup le 8. Moi aussi. Pas, voilà. Tous les deux, on aime beaucoup le 8. On aime beaucoup le 8, mais fait pas du tout partie des haters. Les gars, si vous aviez dans l'idée de faire autre chose avec par exemple Ben Solo, fallait pas valider ce script en fait. Donc, exactement. Fallait partir sur autre chose. Toujours très compliqué, et le 9 m'est sorti de l'esprit tout de suite après la séance. Je ne me souviens de presque rien du 9. Cette séance a été compliquée. Ouais, je vais pas vous mentir. Mais bref, voilà donc pour cette prise de parole qui est quand même assez intéressante et assez symptomatique de ce qu'a été la création de cette postlogie Star Wars chez Disney et chez Lucasfilm, qui montre bien que ça a été fait sans queue ni tête, quoi, et sans vision, et c'est bien le souci, c'est le reproche principal que je fais à cette postlogie, personnellement. Pareil. Parlons de X-Files. X-Files, potentiel reboot, potentiel spin-off, potentiel suite, j'ai rien compris. Alors, en gros, c'est toujours dans la même newsletter de Bloomberg. Disney, en fait, X-Files maintenant appartient à Disney parce que c'est la Fox. Et donc, Disney a dans l'idée, évidemment, de développer aussi ces séries, ses propriétés intellectuelles, donc de faire comme Netflix, évidemment, de faire des suites, des spin-offs, etc. Sauf que là, d'après Bloomberg, il y aurait dans l'idée de créer une nouvelle série X-Files. Donc vraiment pas de faire une suite comme on avait eu il n'y a pas si longtemps que ça avec David Duchovny et Gillian Anderson. Suite qui était plutôt pas mal, c'était quelques épisodes, mais c'était plutôt ok. Donc là, ce serait de refaire une nouvelle série avec Ryan Coogler à la tête de cette série. Ryan Coogler qui est quand même le réalisateur de Black Panther et de Creed. Donc pas n'importe qui non plus. Et je l'aurais pas vu là-dedans. Je l'aurais pas forcément vu à la tête d'un projet X-Files de reboot, vraiment clairement de X-Files. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. C'est les seuls à avoir sorti l'info. Mais je me dis, ça peut être intéressant, ça. Avec X-Files, il y a des choses à développer. C'est quasiment impossible pour moi de faire oublier le duo Mulder-Scully, mais est-ce qu'ils vont réutiliser d'ailleurs le duo Mulder-Scully ou est-ce qu'ils vont partir sur autre chose? Mais avec aujourd'hui toute cette société en mode fake news, etc., il y a moyen de faire des trucs, des trucs intéressants. Et avec les effets spéciaux d'aujourd'hui aussi, parce qu'X-Files a pâti de ça, malheureusement. Les effets spéciaux parfois un peu cheapos. Maintenant, on pourrait faire des trucs bien plus propres. Donc voilà. Écoute.
Pourquoi pas, hein. Ouais. Information intéressante. Alors quand est-ce que ça va se faire et à quel terme, on verra bien. On a un peu de temps, je pense. Bien entendu, on a le temps de voir venir. Dernière brève qu'on vous a sélectionnée pour ce dernier Pop News de l'année, c'est Jason Momoa, qui évidemment lui aussi il fait la tournée des popotes pour promouvoir Aquaman et le Royaume oublié, je crois. Tellement oublié que j'ai oublié le titre, je crois. Et qui a donné des informations auprès de Entertainment Tonight aux États-Unis, qui lui demandait est-ce que vous seriez chaud pour rempiler en tant qu'Aquaman pour un 3e film ou pour une nouvelle apparition dans le futur DC Studio de James Gunn et Peter Safran. Et là, il a donné des informations, il a donné son sentiment suite à cette situation, et il n'est pas si positif que ça en fait. Il dit je veux pas forcément que ce soit la fin, donc lui il aimerait bien que ça continue, mais je pense pas que ce soit vraiment un choix qui lui soit proposé en vérité. Il rappelle que James Gunn et Peter Safran veulent débuter leur propre truc, évidemment, qui démarrera en 2025, rappelez-vous, en juillet avec Superman Legacy. Et ce qui est intéressant, à la fin, c'est... La vérité, c'est que si le public aime Aquaman 2, alors il y aura une possibilité. Mais là, tout de suite, je me dis, ça a pas l'air très bien parti. Non. Voilà ce qu'il nous dit. Donc, en gros, soit il a déjà des échos des préventes du film, ce qui n'est pas incertain, soit il a déjà des échos de ce que veulent faire James Gunn et Peter Safran du personnage, et peut-être que soit ils n'ont pas prévu qu'Aquaman refasse une apparition tout de suite, soit ils n'ont pas prévu que ce soit Jason Momoa dans le rôle, soit il n'a pas prévu de rempiler. Mais je crois pas que ce soit lui, a priori, le problème, Jason Momoa, a priori. Non, parce que je pense qu'il aime bien le personnage. Je pense qu'il aime bien le personnage d'Aquaman. Rappelons aussi que c'est la fin du DCEU avec Aquaman 2, là. C'est le dernier film du DCEU. C'est le dernier projet, dans le slot, quoi. Donc là, je pense que les mecs, ils vont faire table rase, hein, ça y est. Hein, ils ont compris qu'il fallait passer à autre chose. Donc s'il y a bien, ce sera sûrement dans la peau d'un autre personnage de DC, parce qu'il est pote avec James Gunn, quoi. Mais je pense qu'Aquaman... Ouais, la rumeur lui a prêté des négociations autour du personnage de Lobo, alors lui-même l'avait demandé il y a des années. Est-ce que ça va vraiment se faire? Est-ce que c'est vraiment prévu? C'est difficile à dire. Pas sûr, à voir. C'est difficile à dire. En tout cas, on vous parlera sûrement d'Aquaman 2 quand il sortira. On essaiera d'en parler peut-être en reco si on peut. Sinon, on en parlera bien plus tard. Mais voilà. Je sais pas trop comment on pourrait éventuellement sur TikTok à la faveur d'un short ou d'un format vertical. Pourquoi pas quand on l'aura vu. C'est pas impossible. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ces petits réseaux-là. Et j'en profite pour vous rappeler que nous avons une page Ko-fi. Une page Ko-fi qui vous permet de financer le podcast à hauteur de ce que vous pouvez. À partir de 1€ par mois, vous pouvez devenir membre et donc participer indirectement ou directement à l'émission en posant vos questions. Donc n'hésitez pas à le faire, tout ça, ça passe par la page Ko-fi et par le serveur Discord. Donc n'hésitez pas, puis nous, ça nous fait un petit coup de pouce, puisque le podcast a des coûts fixes, qui nous sera évidemment très heureux de pouvoir partager avec vous. Tout à fait. Tout simplement. Voilà pour les brèves, on va passer à ton point box-office, Adrien, si tu veux bien. Oui, alors on va commencer ce point box-office par Les Trois Mousquetaires Milady, qui vient de sortir en salle en France, qui réalise le 2e démarrage de la semaine et fait pour son premier week-end déjà 611 000 entrées, dont 75 000 en avant-première. Donc c'est vraiment pas mal du tout. On rappelle que le premier film, parce que là c'est la 2e partie, Milady, le premier film, D'Artagnan avait lui fait 3,4 millions d'entrées à la fin de son parcours. Donc là, il est franchement sur de bons rails avec ses 600 000 entrées. Ça démarre quand même pas mal du tout, parce qu'en face, et c'est là où je continue, avec Wonka. En face, il a Wonka et donc Timothée Chalamet qui lui fait un gros carton en France avec 689 000 entrées. C'est le premier en fait cette semaine. Il est vraiment en tête du classement et des démarrages. Ouais. Ça, c'est pour la France. Pour les États-Unis, il est déjà à 39 millions de dollars pour son premier week-end. Au global, dans le monde, il est déjà à 151 millions de dollars. Franchement, c'est un excellent démarrage pour Wonka. Il était prévu qu'il fasse moins selon les premières estimations. Donc là, il a explosé
les chiffres prévus par les experts, donc ça prouve que il y a toujours une appétence pour le monde de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie, Bien sûr. et que Timothée Chalamet techniquement peut porter vraiment des films maintenant sur ses épaules, même si je pensais à Dune, même s'il y a d'autres acteurs évidemment qui l'accompagnent, mais c'est vrai que là Timothée Chalamet maintenant prouve sa solidité à Hollywood, et j'ai hâte de voir jusqu'où peut aller Wonka au box-office mondial et en France aussi, parce que pour être allé ce week-end au cinéma, c'est vrai que c'était rempli. Tu m'étonnes. Pour Wonka, quoi. C'est cool. Je continue, c'est cool pour lui. Je continue avec Hunger Games, le préquel d'Hunger Games qui fait 1,4 million d'entrées en France, ce qui est aussi pas mal du tout pour un film qui est le 4e de la franchise maintenant, voire 5e, parce qu'en fait le 3 est en 2 parties. C'est vrai. Donc c'est quand même 5 films Hunger Games, donc là le 5e qui fait une belle perf en France. Pareil à l'étranger avec 289 millions d'entrées, 289 millions de dollars. C'est quand même excellentissime pour un préquel. Et puis ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas eu une sortie Hunger Games. Il n'y a pas d'acteur connu vraiment dans le film à part Rachel Zegler, mais quand même une jeune actrice qui peut pas porter elle un film sur ses épaules. Et je termine par Wish, le dernier Disney en date, qui lui a fait plus d'1 million d'entrées en France, et au box-office mondial on est à 126 millions de dollars. Donc c'est pas mal, mais c'est pas incroyable non plus, comparé justement à d'autres chiffres comme ceux notamment de Wonka, qui lui est déjà à 151 millions de dollars. Wish est sorti depuis un peu plus longtemps déjà. Donc voilà pour le point box-office. Je pense que Wonka peut se hisser assez haut dans le classement là d'ici la fin de l'année. Ça peut être très intéressant de le suivre. Et puis c'est un film de Noël en plus. Complètement un film de Noël, je pense qu'il est sorti exactement au bon moment, ça va cartonner à la fin de l'année, et je suis curieux aussi évidemment de suivre les 3 Mousquetaires, voir si le pari d'avoir fait 2 films, les 3 Mousquetaires, ça a payé pour Martin Bourboulon. Exactement. Alors, petite information qui vient de tomber au moment où on enregistre ce podcast. Dans l'oreillette. Ceci est une breaking news, mesdames et messieurs. Parce que nous n'avions pas spécialement prévu de vous parler du procès de Jonathan Majors qui se tient depuis quelques semaines déjà. Mais visiblement, il y a eu une prise de décision de la part du jury sur un certain nombre de charges. Jonathan Majors a été reconnu coupable, a été trouvé coupable de certains de ses chefs d'accusation. Alors pour être très précis, il a été reconnu coupable sur un des chefs d'accusation d'agression au 3e degré et d'un des chefs d'accusation de harcèlement, mais il a été également acquitté sur un des chefs d'accusation d'agression et un autre de harcèlement aggravé par un jury qui était réuni ce lundi, donc au moment où on enregistre ce podcast, à Manhattan. À l'heure actuelle, nous n'avons pas d'idée de la sentence et de tout ce qui va s'en suivre. En revanche, à partir du moment où il y a le mot coupable qui est prononcé dans ce genre de cas de figure, qu'est-ce que ça veut dire pour cet acteur qui, on le rappelle, Jonathan Majors, c'est Kang dans le Marvel Cinematic Universe pour Marvel Studios, il y comptait fort. Est-ce que c'est déjà cuit pour lui ? Ça l'a été déjà plus ou moins, hein, mais juste je veux revenir sur cette breaking news, je trouve ça génial, c'est notre première. C'est vrai. Il y a un truc, t'as tellement bien parlé, il faut qu'on prenne un bandeau à la BFM, là, il faut qu'on fasse un truc. Il faut que je taffe là-dessus. C'est... Breaking news. Non de l'apprendre, Jonathan Majors a été condamné. Non, voilà, je trouve que c'est une news évidemment extrêmement compliquée pour Marvel. C'est très bien que la justice fasse son travail, évidemment. Mais Marvel, là, est dans la panade. Je pense qu'ils avaient prévu le coup. Hein. Oui, je pense que ça fait un moment qu'ils s'y préparent. C'est sûr et certain qu'ils ont un plan B. Hein. Ouais. Le plan B, on va pas passer notre soirée là-dessus, hein, mais le plan B et le plus probable en fait, ce serait de mettre en avant un autre méchant. Et ce qui se murmure en fait, ce serait que l'autre méchant ce soit Dr Fatalis, donc des 4 Fantastiques, le méchant. Dr Doom. Dr Doom, c'est Fatalis en français. Hein, ouais, je crois. Et nous sommes une émission française, monsieur. Ah non, commencez pas. Non, attendez, je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Voilà, merci. On peut plus rien dire. Plus rien dire. Voilà, on est en France. Plus rien dire. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, j'enlève mes lunettes. Petite référence à une émission bien connue du PAF. Donc voilà, je pense que Fatalis c'est une bonne idée parce que ils ont les 4 Fantastiques qui arrivent aussi.
pas si longtemps que ça, et ils peuvent faire durer un petit peu et faire monter la sauce autour de Fatalis, qui est un incroyable méchant qu'ils ont jamais exploité vraiment dans le MCU, pas du tout en fait, dans le MCU. Voilà. Mais en tout cas, la news va faire grand bruit dans les journaux. C'est évident. C'est évident. Pour rappel, Jonathan Majors avait été arrêté en mars dernier par la police et avait en fait été accusé par son ex-petite amie, qui s'appelle Grace Jabari, qui l'accuse d'un certain nombre de choses, notamment de harcèlement, d'agression, etc., une relation un petit peu de domination, bref. Donc visiblement, le jury a pris des décisions, acquitté d'un côté, coupable de l'autre. Jusqu'où ça va aller, a priori la condamnation aura lieu en février prochain, donc ça suit son cours, mais c'est quand même très mal embarqué pour l'acteur a priori. Ouais. Voilà pour tout ça, c'était la petite breaking news. Il y en aura peut-être d'autres dans ce podcast, on ne sait pas, mais il est temps. Et merci au chat. Merci au chat, parce que Manès nous a alerté sur le sujet. Voilà. D'où l'intérêt, évidemment, de venir nous voir sur Twitch. Tous les lundis à 20h30, même si, a priori, en janvier, ce sera pas tous les lundis à 20h30, mais bon, ça, vous avez compris l'idée. Parlons du gros sujet de cette semaine, avec, si tu le veux bien, nos... comment ça s'appelle ? Nos films de Noël préférés. Ce que je te propose, c'est que chacun en fasse un, et ensuite on se répartit la parole. Je vais te faire commencer, Adrien, si ça te dérange pas, le temps que je récupère mon diaporama. Et tu veux nous parler du film de Noël par excellence, j'ai envie de te dire. Bien sûr, alors il y en a qui considèrent pas ça comme un film de Noël, c'est vrai. Évidemment que c'est un film de Noël. Je parle de Die Hard, je parle de Piège de cristal. Bien sûr. Die Hard premier du nom, avec Bruce Willis, réalisé par John McTiernan. Incroyable film, voilà, on est dans le pur... Alors c'est pas un film de Noël, ok. C'est un film qui se passe quand même. Il se passe à Noël. Voilà. C'est un film qui se passe à Noël, évidemment, donc c'est pour le petit rappel pour ceux qui n'auraient jamais vu Die Hard, c'est fou. C'est fou de dire ça, c'est fou. C'est fou. C'est l'histoire de John McClane, officier de police à New York, qui débarque à Los Angeles le soir de Noël pour voir son ex-femme, en tout cas, ça se passe pas bien avec sa femme, voilà. Ça se passe pas bien avec Holly, et pas Holly, hein, elle s'appelle Holly, et donc peut-être aussi, et donc il débarque à Los Angeles à la tour Nakatomi Plaza pour une soirée de bureau en fait à laquelle sa femme participe, et au moment où la fête bat son plein, il y a des terroristes qui débarquent dans l'immeuble, menés par Hans Gruber. Incroyable Hans Gruber, joué par Alan Rickman. Alan Rickman qui est c'est Snape, c'est pas Snape, c'est Rogue. Rogue, le professeur dans Harry Potter, professeur Rogue dans Harry Potter. À savoir que c'est le premier rôle d'Alan Rickman au cinéma. Il avait fait énormément de théâtre avant, mais c'est le premier rôle au ciné d'Alan Rickman, et quel rôle, le meilleur méchant du cinéma d'action. Et ces terroristes évidemment donc vont prendre en otage toutes les personnes en fait qui sont à la fête, qui sont dans l'immeuble. Il y a plus grand monde, il reste une 50aine de personnes à peu près. Sauf que John McClane, lui, il va réussir à s'échapper et à parcourir les étages en fait en essayant de trouver une solution, en contactant les flics comme il peut, et puis voilà, désamorcer la situation, quoi. Exactement. Je vais pas spoiler la fin, mais incroyable fin aussi, incroyable film, tout est génial, voilà. Ça se passe le soir de Noël, donc il y a plein de sapins, il y a plein de trucs, mais c'est pas un film de Noël pur et dur parce qu'il n'y a pas de neige. Évidemment, on est à Los Angeles, voilà, il y a un coucher de soleil bien orangé au début du film, donc ça donne pas spécialement la vibe Noël, mais ça se passe à Noël, donc pour moi c'est un film de Noël, c'est un film doudou pour moi, ça a toujours été un film doudou que je vois au moins une fois par an, voire deux. Cette trilogie, parce que le 4 et 5 comptent pas trop, on va dire, mais les trois premiers Die Hard sont incroyables, et le premier vraiment a posé les bases d'un truc qui a été repris après 1000 fois, ce côté huis clos, ce côté flic, ou en tout cas personnage tout seul qui doit s'en sortir face à l'adversité, qui est pas un vrai héros, parce qu'à l'époque en fait on avait beaucoup l'habitude de voir des Stallone et des Schwarzy, donc des mecs bodybuildés qui défouraillaient partout dans la jungle, voilà, au Vietnam, partout. Lui, John McClane, c'est un mec un peu musclé, mais c'est un mec
c'est pas un mec lambda, mais je veux dire, c'est un monsieur tout le monde dans l'idée, quoi. C'est un flic normal, quoi. Et c'est ce flic normal qui va réussir à sauver tout le monde. Et donc, en fait, on s'attache beaucoup plus à ce héros-là. Ce que je dis, c'est extrêmement cliché, hein. Tout le monde l'a dit plein de fois, ouais, mais faut le redire quand même. En même temps. Mais ce film a plein de qualités d'une. Donc, pour son personnage, l'écriture de son personnage, son humour, l'interprétation de Bruce Willis qui est incroyable, le doublage aussi en français, c'est un film que je regarde toujours en français parce que le doublage de Patrick Poivet, le regretté Patrick Poivet, était magnifique. Enfin, franchement, il avait tout compris à ce perso et à ce qu'était Bruce Willis de l'époque. Et la réalisation de McTiernan, encore aujourd'hui, elle est folle, furieuse, quoi. C'est incroyable. C'est un film de, alors je sais plus quelle année, fin 88, c'est ça. Encore aujourd'hui, ça tient la route comme jamais, les effets pratiques, parce que c'est que des effets pratiques. L'explosion du toit du Nakatomi, quand John McClane est obligé de marcher et de courir à travers les étages pieds nus, les bouts de verre et tout. Enfin, tout est super, il y a une tension incroyable qui se crée, donc il y a un mix entre humour, tension, action qui est juste parfait. Il n'y a rien à acheter dans ce film, il n'y a pas de gras, il n'y a rien du tout. Et c'est le film de Noël ultime pour moi. Bon. Voilà, je pense que je l'ai bien défendu. Ouais, franchement, Die Hard. Comment ne pas citer Die Hard, en fait, quand on parle de films de Noël? Parce qu'il y a cette petite tendance en ce moment sur les réseaux et sur Internet à dire, en fait, Die Hard, c'est un film de Noël. Effectivement, ça se passe à Noël. Ouais. On le regarde... Si tu le regardes à Noël, il y a moyen, parce que alors, effectivement, dans le cœur du film, pas vraiment, mais sur l'intro, sur le final, tu reviens d'un coup à Noël. Ouais. Il y a... Non, vraiment, alors c'est pas un pur film de Noël au sens où certains que je vais citer le sont, mais quel plaisir de regarder ça spécifiquement à Noël, je pense. Bien sûr. Le 2 est beaucoup plus Noël, c'est vrai. Ouais. 58 minutes pour vivre. D'ailleurs, j'avais jamais compris pourquoi le film s'appelle 58 minutes pour vivre, parce que ce soit en VF ou en VO, ils ne disent jamais c'est dans 58 minutes qu'il va y avoir quelque chose, en fait. C'est tiré d'un bouquin qui s'appelle 58 minutes, en fait. Où justement les terroristes vont faire péter l'avion dans 58 minutes, où l'avion va se cracher dans 58 minutes. Mais tu sais pas pourquoi, en français, ils se sont dit tiens, 58 minutes pour vivre, qui a un titre incroyable, c'est vrai. Un titre de ouf. Tu fais 58 minutes pour vivre, mais c'est fou. Ouais. Mais Piège de cristal, c'est assez incroyable aussi. C'est incroyable comme traduction, parce que c'est juste Die Hard et Die Hard 2. Hein. Non, c'est Die Harder, je crois. Die Harder. Oui, je crois. Die Harder. Et tu fais, mais oui, Piège de cristal, c'est monstrueux, quoi. Ah ouais. Une journée en enfer. Incroyable titre aussi, alors que c'est juste Die Hard with a Vengeance, le 3. Ouais, non, franchement, il se cassait bien le cul pour trouver des titres de ouf. Bref, voilà pour Die Hard. Je te donne la parole pour le... Ouais, le premier dont je voulais vous parler, c'est évidemment L'étrange Noël de Monsieur Jack. Film sorti en 1994, c'est un film d'animation et je crois que c'est le seul de notre top. C'est un film de Henry Selick et non de Tim Burton comme la postérité veut parfois nous le faire croire. Tim Burton est à l'origine du scénario, de l'histoire, des dessins, de tout ça, mais il le réalise pas en fait. À l'origine, c'est lui qui devait le réaliser, mais il a été retenu sur le tournage de Batman. Et donc du coup, c'est Henry Selick qui s'en est occupé. Donc c'est son film, même s'il y a écrit Tim Burton's Nightmare Before Christmas. Voilà. Il est juste prod en fait, il est juste producteur sur le film. Exactement. Ouais. Et par contre, ce qui est certain, c'est quand tu vois le film, tu vois sa patte. À Tim Burton, c'est bien entendu. Le pitch, pour les gens qui connaîtraient pas, c'est Jack Skellington, qui est donc le roi des citrouilles et respecté dans la ville d'Halloween comme le chef un petit peu du village, et qui s'ennuie. Ça fait des siècles qu'il fête la fête d'Halloween, et il en a marre en fait, et il se dit mais attends, est-ce qu'on ferait pas Noël? Et ça donne du coup toute cette esthétique un peu noire, un peu gothique, etc. Alors tout ça avec de l'animation en stop motion qui est magnifique encore aujourd'hui, avec l'aspect Halloween, le côté un peu monstrueux, etc. Mais tu mets tout ça avec la magie de Noël, entre guillemets, et tu te dis, mais en fait, c'est des choses qui ne sont pas censées aller ensemble. Le côté lumineux, le côté joyeux de Noël, et puis le côté dépressif, en fait, du gothique et des squelettes, et des citrouilles, et de Halloween. Et en fait, ça marche de fou, quoi, parce que ces deux éléments-là qui sont pas censés se rejoindre, forment un tout qui est vraiment très
qui est très cohérent, qui est très rigolo. Il y a des phases de chansons bien entendu qui vous resteront toujours en tête. Quand je parle de l'étrange Noël de Monsieur Jack, évidemment vous pensez à This is Halloween. Et voilà, mais bon, ça c'est un plaisir évidemment de regarder ce genre de film, particulièrement aux alentours de Noël ou d'Halloween, pourquoi pas. Mais voilà, je pouvais pas ne pas citer ce film-là. Je comprends. Dans ce top. Donc on a décidé de faire un top 3 chacun. Ouais. Pas forcément dans un ordre particulier. On vous propose du coup 6 films de Noël qu'on apprécie beaucoup. Ouais. Et évidemment dans les commentaires si vous voulez nous donner d'autres films à regarder à Noël, n'hésitez pas, bien entendu. On est preneur, bien entendu. Voilà pour l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est très cool, même en VF, même en VO. C'est toujours un plaisir de. Il n'a pas trop vieilli en plus dans le sens. Non, pas tant, pas tant. Le film a 30 ans quand même cette année. Ouais. Non, malgré tout. 1h15, ça se regarde tellement vite. Ouais. Donc vraiment, profitez-en si vous en avez l'occasion. Adrien, ton deuxième film. Mon deuxième film, je vais switcher, je l'avais mis en deuxième, mais je vais le mettre en troisième après, parce que sinon on va me dire que je suis un gros bourrin. Je vais mettre Maman, j'ai raté l'avion. Oui, quand même. Maman, j'ai raté l'avion, Kevin McAllister, les casseurs flotteurs, quand même, c'est la base, quoi. C'est juste... je mets Maman, j'ai raté l'avion le premier, même si j'adore le 2 aussi. Hein. Pour moi, c'est... Même si je préfère quand même le premier. Mais Maman, j'ai raté l'avion, que dire, enfin, c'est juste le film pour enfants ultime, quand t'es ado, quand t'es pré-ado, enfin, c'est génial de voir cette histoire d'un gamin qui s'en sort tout seul à Noël. C'est du génie. C'est du génie absolu. Chris Columbus, voilà, qui est à la réalisation. Chris Columbus ensuite qui a fait Harry Potter 1 et Harry Potter 2. Ouais. C'est du pur génie déjà en termes de scénario, parce qu'on est tout de suite attaché à ce gamin qui est un petit peu le paria de la famille. On l'oublie justement quand on part en avion, et donc lui il est obligé de se débrouiller tout seul. Ouais. Donc on s'attache à ce petit gars, lui qui est extrêmement bien joué par Macaulay Culkin, qui était incroyable, hein, Macaulay Culkin. Ouais. Les Joe Pesci, et j'ai perdu son nom, j'ai jamais su, je crois, le nom de Daniel Stern, ce serait pas lui? Ça doit être ça. Donc ils font les casseurs flotteurs qui viennent l'embêter le soir de Noël pour voler sa baraque. Je sais pas quoi dire de plus sur Maman, j'ai raté l'avion. Là, je fais juste le résumé, mais tout est drôle, tout est extrêmement bien rythmé. T'as vraiment ce truc pur jus années 80, début 90, qui est présent, où c'est vraiment l'Amérique à fond. Ouais. Mais c'est un pur produit américain. Ah, complètement. Et en même temps, ça fait rêver aussi. Enfin, t'as ce truc de... C'est ça, Noël aux États-Unis. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce truc-là. Et puis des acteurs super. Au-delà de Macaulay Culkin, il y a aussi une participation de John Candy, à un moment, qui fait le mec de la fanfare, qui est super bien. Et Joe Pesci. Tous les gags et les trucs slapstick où ils se cassent la gueule à chaque fois, où ils se prennent un fer à repasser, où il y a la cabane dans le jardin et ils font de la tyrolienne. Le faux film dans le film, le faux film de mafieux où ça les empêche de rentrer parce qu'ils ont peur, en fait, des coups de feu. Enfin, il y a des super idées de mise en scène, il y a des trucs qui restent encore aujourd'hui, quoi. Et vas-y. Puis le côté un gamin qui réussit à s'en sortir face à deux truands sans vraiment le vouloir, mais en fait il y a un côté très Denis la Malice en fait dans Maman, j'ai raté l'avion, de ce gamin qui s'en sort et qui réussit par des truchements un peu MacGyveresque, grosso modo, à les faire tourner en bourrique, et c'est assez jouissif en fait de regarder ça. Alors évidemment quand on est gamin, mais c'est un film que je trouve qui se regarde super bien dans le partage. Tu regardes pas Maman, j'ai raté l'avion seul. Tu le regardes dans ton canapé avec un gosse, en famille. Avec des potes. Il y a un vrai truc de partage avec ce genre de film, et c'est ce que j'aime bien. C'est ce que j'aime bien avec les films de Noël aussi. C'est que c'est des moments où on se rassemble. C'est des moments où tiens, le chapon est en train de cuire, on a 2 heures devant nous, on regarde un film, tu vois. Ouais. Et Maman, j'ai raté l'avion. Franchement, c'est typique. De ce genre de moment-là, et c'est vraiment un plaisir de retomber dessus, quoi. Ouais, non, c'est un super film, et aussi le 2, hein. Moi j'aime beaucoup le 2, ouais. Qui est un poil plus long, mais qui est niveau rythme, je parle, mais qui est super aussi, quoi. Donc c'était mon deuxième film.
Ouais, très bon choix, bien entendu, Maman j'ai raté l'avion. Alors moi, pour le coup, je vous ai ressorti les tartes à la crème hein, des films de Noël. Je vous ai cité Love Actually. Love Actually, c'est vraiment, alors, film de Noël, mais limite usiné pour être un film de Noël. C'est-à-dire que ça se passe à Noël, c'est un film choral, c'est un film où t'as, je sais plus même combien de sous-intrigues il y a, qui sont toutes des intrigues romantiques. 4-5, je pense. Ouais, 4-5 faciles, à travers les âges, etc. Moi j'aime beaucoup ce film parce que c'est un truc que j'évoque rarement, mais en fait, les comédies romantiques, quand elles sont bien faites, je kiffe en fait. Ah, les rom-coms, c'est super. Et c'est très bon. Ouais. C'est réalisé par Richard Curtis, c'est écrit par Richard Curtis. C'est sorti. Quand est-ce que c'est sorti? En 2003. 2003, ouais, bah, il fête ses 20 ans. Ouais, c'est ça. Il fêtait ses 20 ans cette année. Et alors, comment ne pas parler du casting? J'ai envie de te dire. Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley, Andrew Lincoln, Martin Freeman, Chiwetel et Ejiofor, bien sûr, Bill Nighy, Rowan Atkinson, enfin bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en fait, moi ce qui me marque avec ce film, c'est que il y a 5 ou 6 sous-intrigues romantiques et elles ont toutes un message un peu sympa, elles se résolvent toutes plutôt de façon cool et moi ce que j'aime bien c'est qu'elles évoquent toutes aussi plus ou moins des choses différentes en fait de l'amour. Alors évidemment c'est très niaiseux. Mais bon, c'est un film de Noël. Mais comme c'est anglais, ça passe en fait. Je pense que ça vient de là. Si c'était un film américain, je pense qu'on aurait pas la touche un peu classe et un peu... Il y a le petit côté aussi, parce que l'humour anglais a ce côté-là d'être très ironique parfois et de pas se prendre au sérieux. Notamment le personnage de Hugh Grant qui est Premier ministre. Qui tombe amoureux de, alors, je sais plus exactement, une secrétaire ou quelque chose comme ça, et ça marche en fait. Et alors le couple aussi, moi que j'aime beaucoup, c'est Emma Thompson, Alan Rickman. Super. Qui est Emma super. Thompson, elle est impériale. Elle est super. La scène avec Johnny Mitchell quand elle pleure dans la chambre. Ouais. Et donc parce que là, c'est évidemment les fameuses rencontres et le coup de foudre, etc. Mais ça, on l'a vu et on l'a vu des milliards de fois. Mais le couple aussi, qui est plus ou moins en train de se séparer, qui se pose des questions, des choses comme ça, on le voit un petit peu moins dans ce genre de film-là. Et je trouve que c'est très bien écrit. T'as tout parce qu'en fait t'as le couple qui se sépare avec Colin Firth, il se casse. C'est la partie que j'aime le moins, je crois. Oui. Portugal, c'est un peu long. Mais tu vois, il y a ce couple-là, il y a le couple qui va se faire peut-être, il y a le couple qui se fera jamais, il y a le couple qui se défait. Il y a vraiment tout, comme tu dis, il y a vraiment tous les aspects de l'amour et c'est des relations. C'est très joli, Puis il y a la tromperie, il y a tout en fait. Bien sûr. Et puis j'aime bien aussi la séquence avec Liam Neeson en fait qui est en train de gérer le premier amour de son fils. Oui. C'est très... Qu'il est veuf lui en plus. Enfin, c'est franchement c'est très sympathique à regarder. Alors évidemment Love Actually c'est tous les ans vous le retapez à Noël bien entendu. Alors c'est peut-être ce qui le dessert dans le sens où on l'a tellement vu que peut-être que ça finit par faire trop. Moi j'aime toujours beaucoup ce film de Noël. Mais on le connaît trop je pense. Clairement. Un petit peu, des fois 2 ans passés je pense que ça fait du bien. Oui c'est clair. Ce film. Bah, très bon choix. Très bon choix. Je continue avec le mien, mon dernier. Un peu de bourrin. L'arme fatale. C'est vrai en plus, c'est l'arme fatale qui se passe à Noël. L'arme fatale, le premier, l'arme fatale réalisé alors scénarisé déjà par Shane Black. Shane Black qui est un grand habitué des films de Noël parce que lui aussi avait fait Kiss Kiss Bang Bang qui se passait à Noël avec Robert Downey Jr. Il a retrouvé Robert Downey Jr. quelques années après pour Iron Man 3 qui se passe aussi à Noël. Donc c'est vraiment son truc à Shane Black de faire des films qui se passe à Noël. L'arme fatale, c'est pareil, je vais pas résumer l'arme fatale. L'arme fatale, donc c'est Mel Gibson et Danny Glover qui se retrouvent à bosser ensemble. C'est le buddy movie ultime, c'est le flic fou avec le flic à la retraite, quasiment à la retraite, et les deux vont devoir travailler tous les deux, en harmonie, ce qui va être très compliqué au début, évidemment. Et Noël est juste en fond, c'est pas du tout lié
comment une histoire dans le film, pas du tout. Mais je le considère comme un très bon film de Noël parce que, pareil, il y a un côté doudou, il y a un côté... On est plongé dans une époque avec ce film. Il est ultra bien écrit, ultra bien rythmé. L'histoire, c'est rare que Los Angeles soit bien filmé. Il y a peu de réalisateurs qui arrivent à bien filmer Los Angeles. Je trouve que Los Angeles est très bien filmé dans L'Arme Fatale. La ville existe, vraiment. C'est pas juste des rues, c'est vraiment la ville existe. Et puis ça a donné justement le modèle un petit peu du buddy movie, quoi. Complètement. Qu'est-ce qu'un duo de flics doit faire dans un film? Bon, bah c'est eux qui ont lancé les hostilités. Et Mel Gibson est incroyablement cool. Même s'il a un mulet, il est incroyablement cool. C'est la fin des années 80, le film sort en 87, donc excusez-le. C'est ouf. Non, mais c'est ouf. Il est jeune, le mec, il est beau gosse, il est drôle, justement, il est cynique, ironique, et en même temps, il défend la veuve et l'orphelin, mais il a vachement de fêlures, il a vachement de failles. Danny Glover est incroyable aussi, parce que lui, derrière, c'est l'inverse, lui, il veut se poser, il veut se ranger, et il est obligé de faire équipe avec le chien fou, et c'est cool parce que t'as deux opposés c'est ce qui marche toujours, hein, dans ces films-là, évidemment, il faut deux opposés, et là, c'est vraiment les deux meilleurs opposés. La chimie fonctionne ultra bien. Et c'est pas mon préféré de la franchise. Mon préféré, c'est le 3. J'aime beaucoup le 3, mais ça reste d'excellents films. C'est génialissime, quoi. Clairement, c'est vrai que moi j'aime beaucoup ces films-là. Je les ai découverts sur le tard, et vraiment L'Arme Fatale, je les ai tous enchaînés, et c'est un plaisir, quoi. Ils parlent de faire une suite avec L'Arme Fatale 5, je pense ça fait des années qu'ils en parlent, et je suis pas sûr que ça finisse par se faire. Même si là on a le droit à un Beverly Hills 4, un flic de Beverly Hills 4 qui va sortir sur Netflix, ça fait... Voilà, rien qu'à la bande-annonce on voit que ça valait pas le coup, quoi. Mais... Écoute. Tant pis. On verra bien. Allez, le dernier film de notre sélection de Noël, spécifiquement, peut-être que ça vous donnera envie de le voir ou pas. Le film est sorti en 2006, c'est The Holiday. Qui est sorti sous ce titre-là en français. C'est un film de Nancy Meyers qui est sorti en 2006, avec Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law et Jack Black. Et c'est un film en fait de duo amoureux en fait. Il y a quatre rôles principaux. Et en fait le concept c'est qu'il y a une américaine et une anglaise qui échangent leur maison pendant la période de Noël parce qu'elles sont seules et elles ont des choses à oublier, etc. Et chacune dans cette nouvelle maison et dans cette nouvelle vie, il y en a une qui part vraiment dans un trou paumé en Angleterre et l'autre qui va à Los Angeles. Elles vont toutes les deux en fait découvrir une nouvelle vie et aussi rencontrer deux hommes. L'une, Jude Law, et l'autre, Jack Black. Et il y a vraiment un truc... alors c'est typique de la comédie romantique, c'est vraiment la matrice typique de la comédie romantique, avec la rencontre, la drague, le premier baiser, la rupture entre guillemets parce qu'on peut pas être ensemble et que machin, et parce que bon il faut qu'on se quitte, et puis le côté très romantique de je viens te rechercher, et en fait on tombe amoureux vraiment et on se laisse aller. Bon, c'est typique, c'est vraiment la comédie romantique matricielle, mais moi j'aime beaucoup parce que en plus elle est tellement ancrée dans Noël. Il y a un côté tellement chaleureux en fait, particulièrement sur le chalet anglais, ce petit cottage enneigé, etc. que j'ai envie d'y être en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça j'aime beaucoup ce film. Je peux pas trop en parler parce que je l'ai vu une fois il y a très longtemps. Il m'a marqué en fait. Ouais, je comprends. Je pense qu'il faut que je leur donne une chance, hein. Peut-être que je l'ai pas vu dans les bonnes conditions, j'ai vu trop vite ou à l'arrache. C'est possible. Mais je comprends que t'aimes bien ce film-là. Ouais. C'est vrai que, en tout cas, il a marqué les gens. Il revient toujours dans les tops films de Noël, hein, tout le temps. Ouais. C'est marrant. Et puis il y a la bonhomie de Jack Black aussi, qui déride un petit peu Kate Winslet. Il y a ce côté-là aussi qui est très cool, parce que lui, je crois qu'il joue un scénariste hollywoodien ou un truc comme ça, ou un écrivain ou quelque chose comme ça. Et Jack Black, c'est cette époque où il s'en fout un peu de tout, tu vois, et il fait son truc. Parce qu'il n'a pas changé, ce que je... Mais en fait, il est tellement dans son truc, et tu te dis, mais lui, en fait... Alors c'est pas un canon de beauté, certes, mais en fait, je comprends que les gens puissent tomber amoureux de lui parce qu'il a tellement une étincelle, tu vois. Et ça fonctionne super bien.
Et vraiment, The Holiday, alors ça fait longtemps que je l'ai pas revu, mais c'est un film que je garde vraiment, vraiment en tête de ce point de vue-là. Ok. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je me le note. Voilà pour notre petite sélection de Noël. On s'est mis un petit peu au goût du jour pour fêter un petit peu tout ça. Comme il se doit, c'était notre premier épisode de Noël. Ça fait plaisir. Bien entendu, il faut qu'on passe au radar des sorties. Ouais. Le radar des sorties, c'est comme toutes les semaines, je vous propose qu'est-ce qui sort cette semaine, et j'ai fait en sorte de ratisser jusqu'à la fin de l'année, comme ça vous saurez. Aquaman 2 en salle, le 20 décembre, c'est un film de James Wan avec Jason Momoa et Patrick Wilson et Amber Heard, mais peut-être en clin d'œil, hein, a priori de ce qu'on a compris. Le pitch, c'est Black Manta, donc qui était un méchant du premier film, qui revient et qui est toujours hanté par le désir de venger son père. Il est maintenant plus puissant que jamais avec le légendaire trident noir entre ses mains. Et pour l'anéantir, Aquaman a besoin de son frère, Orm, donc Patrick Wilson, ancien roi d'Atlantine et actuellement emprisonné, donc il va falloir qu'ils s'associent tous les deux pour le meilleur comme pour le pire. Voilà pour ce film le 20 décembre, qui est probablement en fait le dernier blockbuster de l'année, hein, si l'on peut dire. Ouais. Film français que je vous ai sélectionné pour le 27 décembre, c'est en salle, c'est un film dont tu nous as parlé dans les brèves à l'époque où on recevait le Trooper. C'est Vermine, qui sort le 27 décembre, un film de Sébastien Vanitschek, excusez-moi si j'écorche votre nom de famille, avec Théo Christine, qu'on avait vu dans le biopic sur NTM, qui s'appelle Suprême. Et le pitch, c'est face à une invasion d'araignées, les habitants d'un immeuble vont devoir survivre. Alors il y a un petit côté Attack the Block dans l'idée, avec le côté un peu horrifique, le côté un peu survival, ça a l'air sympathique. À ne pas réserver aux arachnophobes, bien entendu. Bien sûr. Et en streaming, c'est là vraiment c'est la radia, hein, sur le streaming en fin d'année. On a Maestro qui sort le 20 décembre sur Netflix, c'est de et avec Bradley Cooper. C'est un biopic sur le chef d'orchestre Leonard Bernstein, et c'est plutôt pas trop mal nommé sur les cérémonies de remise de prix, donc ça commence à sentir bon les Oscars, donc allez regarder ça, c'est le 20 décembre sur Netflix. Sur Disney+, toujours le 20 décembre, on a Percy Jackson et les Olympiens. C'est une nouvelle adaptation du roman de Rick Riordan de Fantasy Young Adult, qui était sorti dans les années 2000, un truc comme ça, et qui avait été adapté dans la foulée avec 2 films plus ou moins oubliables, voire très oubliables. C'est une saison 1 en 8 épisodes, les 2 premiers sortent le 20 décembre, et puis ensuite c'est une sortie hebdomadaire jusqu'à fin janvier, un truc comme ça. Le concept, c'est Percy Jackson découvre qu'il est le fils de Poséidon, c'est donc un demi-dieu, et il se rend à la colonie des Sans-Mêlés, où tous les demi-dieux peuvent s'entraîner à utiliser leur pouvoir, et puis il est accusé d'avoir volé surtout l'éclair de Zeus. Du coup, attention quoi, potentiellement conflit entre les dieux à cause de ça. Donc voilà le concept de Percy Jackson. Rebel Moon, partie 1, le 22 décembre sur Netflix, c'est le film de Noël en fait, hein, de Netflix, c'est le gros blockbuster netflixien de l'année. Pour l'instant, les critiques qu'on a vues et qui ont été agrégées sur Rotten Tomatoes sont très mauvaises, voilà. Mais bon, si vous êtes abonné à Netflix, j'imagine que vous allez le regarder et vous faire votre propre avis. C'est un film de Zack Snyder avec Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Jimon Onsu, etc. Le pitch, c'est une paisible colonie sur une lune lointaine est soudain menacée par les armées d'un tyran et place tous ses espoirs de survie entre les mains d'une mystérieuse inconnue. Bon, c'est un ancien pitch de film Star Wars que Zack Snyder avait fait à Lucasfilm. Ça ne s'est pas fait, il a décidé de le faire quand même chez Netflix, et a priori de ce que j'en ai lu, c'est vraiment un pot-pourri énorme de plein d'influences, comme est capable de le faire Zack Snyder souvent dans ses films, et parfois pas les meilleurs. Je pense à Sucker Punch notamment. Ouais, il est comparé à Sucker Punch par les critiques. Donc potentiellement problématique. Sachez qu'une Snyder Cut, comme nous le dit Lactic, sera ensuite disponible plus tard, qui durera 3 heures ou un truc comme ça, et potentiellement elle serait plus intéressante. Moi j'ai tendance à partir du principe que quand il y a 2 versions d'un film, et que on nous dit regardez pas celle-là qui sort maintenant, mais regardez l'autre, c'est peut-être que c'est l'autre qui aurait dû sortir. Mais bon. Oui, mais ça fera plus de fric parce que les gens reviendront pour la voir, donc... On est bien d'accord. Ensuite, je vous propose sur Disney+,
encore une fois, What If, saison 2, ça sort le 22 décembre, à rythme d'un épisode par jour. Il y a 9 épisodes. Pour rappel, c'est une série d'animation Marvel qui s'intéresse à des réalités alternatives dans le MCU. C'est évidemment pas du tout canonique, mais bon, ça peut donner des trucs relativement intéressants. Dans la saison 1, on avait notamment Captain Carter, avec Peggy Carter qui était Captain America, enfin qui était Captain Britain. Bon, c'était pas incroyable. Non, en fait c'était rigolo, mais j'aime pas la DA de What If. Ouais, c'est... Les séries d'animation américaines, c'est souvent compliqué d'un point de vue feeling d'animation. Ouais, ça dépend, mais... C'est vrai que j'avais pas trop aimé de ce point de vue-là, la saison 1. Bon, c'est vraiment à grignoter si vous voulez, si vous ennuyez à Noël, il y a 9 épisodes au total qui sortent jusqu'au 30 janvier, un truc comme ça. Ensuite, je vous propose sur Canal+, la sortie des Gardiens de la Galaxie volume 3, en VOD, plusieurs mois après sa sortie en salle. On avait bien aimé, nous, avec Adrien, on vous en avait parlé dans un épisode de podcast, à l'époque qui s'appelait encore Pop Tier, donc n'hésitez pas à aller ensuite écouter notre podcast à ce sujet. Rapidement, sur Netflix, le 28 décembre, on a La Réceptionniste Pokémon, c'est une série d'animation en stop motion, qui est assez stylée d'ailleurs, et le concept, c'est l'histoire de Haru, la nouvelle réceptionniste d'un hôtel pour Pokémon, qui est situé sur une île ensoleillée, et alors qu'elle tente avec ses collègues de répondre aux attentes des différents Pokémon qui séjournent dans l'établissement, Haru va progressivement entrer à la rencontre d'elle-même. Voilà pour cette petite série d'animation qui avait été annoncée l'an dernier et qui sort désormais sur Netflix en intégralité le 28 décembre. Toujours sur Netflix, puisqu'ils balancent toute la sauce en général sur les vacances de Noël. Le 29 décembre, vous avez rendez-vous avec Berlin. C'est le spin-off préquel de la Casa des Papel. Le pitch, c'est en pleine gloire, Berlin réunit de talentueux équipiers à Paris pour réaliser l'un de ses projets les plus ambitieux, dérober 44 millions d'euros de bijoux en une nuit. Une série de braquages, tout simplement, pour un spin-off de la Casa des Papel, c'est tout à fait logique. Enfin, un petit jeu vidéo à vous conseiller, je vous en avais déjà parlé dans une reco à l'époque, c'est Terranil, qui sort désormais sur Nintendo Switch le 18 décembre, c'est un jeu de gestion écolo, où on va essayer de repeupler des No Man's Land, et de faire en sorte que la planète revive. C'est assez sympathique, moi j'avais bien aimé, je vous en ai parlé il y a quelques mois déjà. Ouais, moi j'avais bien aimé, je sais pas comment ça tourne sur Nintendo Switch cependant, attendez peut-être des tests, mais moi j'avais bien aimé en tout cas sur PC, et je crois que le jeu est disponible dans l'abonnement Netflix sur mobile, Netflix Gaming. Peut-être que si vous voulez tester, c'est peut-être une bonne idée. Ça d'ailleurs, il y a la GTA trilogie, oui. Ouais, avec GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas qui sont dispo sur Netflix aussi. Absolument. Voilà donc votre radar des sorties jusqu'à la fin de l'année. Et puis pour les radars des sorties 2024, on attendra probablement février que notre pause soit terminée. On va terminer cet épisode avec nos recos par recos de fin d'épisode. Adrien, je te propose de prendre la parole, puisque tu es allé voir Les Trois Mousquetaires Milady. Exactement, Les Trois Mousquetaires Milady, qui est la suite des Trois Mousquetaires d'Artagnan, qui était sorti il y a quelques mois, qui nous avait laissé sur un cliffhanger. Voilà, on était sur notre fin, on ne savait pas ce qui allait se passer. Est-ce que les Trois Mousquetaires allaient continuer leurs aventures? Est-ce qu'ils allaient retrouver des personnages disparus? Eh bien, on reprend exactement là où on s'est arrêté à la fin du film, à la fin du premier film. Entre-temps, le réalisateur Martin Bourboulon s'est trouvé un étalonneur, ce qui fait plaisir, parce qu'en fait, pour ceux qui s'en souviennent et qui ont vu le premier film, c'était assez sombre, l'image. Voilà, c'était un peu la plainte que tout le monde avait en fait en sortant du film, c'est que parfois on ne voyait pas grand-chose. Là, c'est bon, il y a de la lumière, on arrive à distinguer ce qui se passe, c'est cool, voilà. Malheureusement... Est-ce que c'est toujours aussi jaune? Ça l'est un peu moins aussi. Ouais, ok. Ça l'est un peu moins aussi. Je pense qu'il a noté tout ça en fait. Là, ils ont bossé en post-prod et ils ont fait bon. Okay, c'est possible. Il faut qu'on bouge là-dessus. Je pense que même à la sortie DVD et Blu-ray du premier, il y a moyen qu'ils bossent là-dessus aussi, quoi. Donc le deuxième, qui dure 2 heures quand même, vraiment poursuit exactement la suite des aventures de D'Artagnan et des Trois Mousquetaires, avec un focus évidemment sur Milady, jouée par Eva Green, et Milady qui prend beaucoup plus de place dans cet épisode-là. Super bien interprété par Eva Green, hein, ça lui va très très bien. C'est, je pense, la meilleure actrice française pour jouer Milady de Winter
dans les Trois Mousquetaires. Ouais. Tout le casting est très ok au diapason, même si je pense que Duris et Pio Marmaille, en fait, Romain Duris et Pio Marmaille sont un peu mis de côté. Parce qu'en fait, c'est plus les deux guignols qui font des blagues à côté, et on leur donne vite fait de quoi bouffer en termes de répliques, mais pas grand chose. C'est plus en fait D'Artagnan, Athos, joué par Vincent Cassel et Milady qui ont le droit à leur moment de bravoure. Notamment, en fait, je retiens le film pour une belle scène entre Athos et Milady. Vraiment, Cassel et Green en fait jouent à ce moment-là. C'est-à-dire que les deux films, en fait, ils vont pas jouer. Aucun acteur ne joue vraiment dans ce film d'ailleurs. En fait, ils cabotinent tous en fait un peu. Tu sens qu'ils sont dans leur costume et ils sont là, nous sommes des mousquetaires et tout. Voilà. Donc ça cabotine beaucoup, sauf à cette scène de face à face entre Athos et Milady où là tu vois des émotions, tu vois quelque chose qui se passe et tu vois qu'en fait ce sont deux grands acteurs. Et la scène dure 3 minutes, hein, mais tu vois, c'est cool. Merci. Au-delà de ça, c'est toujours très joli au niveau des décors. Franchement, c'est magnifique. Ils ont tourné à La Rochelle, ils ont tourné à côté de Saint-Malo, ils ont tourné dans plein de forêts et tout. Les costumes sont géniaux, vraiment l'environnement est super. Vraiment, ils ont bossé tout ça. Le problème, c'est que la réal, en fait, c'est Bourboulon. Je lui jette pas la pierre, mais je pense que c'est un wannabe réalisateur américain, en fait. Tu vois, il tente beaucoup de choses. Et il y a beaucoup d'effets de manche et beaucoup d'esbrouf, notamment sur ces plans séquences où tout le monde a fait, vous allez voir, il y a un plan séquence de ouf à La Rochelle quand il débarque et tout. Alors déjà c'est de nuit, un peu chiant. Et au-delà de ça, en fait les Français savent pas ce que c'est qu'un plan séquence, en tout cas les médias savent pas ce que c'est qu'un plan séquence, parce que ce n'est pas un plan séquence, il est coupé. Donc en fait non, c'est un faux plan séquence et tu le vois vraiment en fait. Voilà. Bon, c'est sympathique, mais la réal bouge beaucoup trop. Je trouve que la caméra bouge beaucoup trop. C'est une problématique que j'avais personnellement avec le premier film sur les scènes de Koba notamment. C'est illisible. Et j'avais fini par trouver ça. Moi je m'étais dit ok, il y a de l'envie, mais je m'étais dit au bout d'un moment en fait c'est trop. Caméra. Ouais. C'est pose ta caméra, profitons un petit peu de ce qui est en train de se passer à l'écran. T'as des super costumes, t'as des super acteurs, t'as des cascadeurs qui sont trop bien. Il y a des chorés de combat qui sont stylés. T'as des chorés, voilà. Mec, et la caméra bouge beaucoup trop, c'est dommage. Tout le temps et tout. Et en plus, tu vois les chorés en fait. Quand tu fais ça, bah tu vois les chorés. Parce que le truc c'est qu'en fait, tu sais que là il a tourné à ce moment-là pour se cacher, pour faire un truc, c'est un faux. Bon, malheureusement, il y arrive pas quoi. Et donc ça se voit. Et en fait, moi ça me sort du film. Donc ça c'est plus pour le côté réel, pour le côté acting et pour le côté scénario. Bah tu vois très très vite où ça va, même s'il y a une surprise, même en ayant lu les bouquins et tout. Mais tu vois très 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 vite où ça va, quand ça va se finir. D'ailleurs, tu te dis que ça traîne. À un moment, je fais bon, c'est bon, on peut arriver au moment où on sait là ce qui va se passer. Et pourtant, les personnages sont posés, donc ils devraient tracer un peu plus, quoi. Et non, je trouve que le film traîne en longueur. Je me suis un peu emmerdé, quoi. 2 heures où je fais ouais, ok. Je t'ai sorti un peu plus enjoué du premier. Là, le deuxième, c'était pas fou, quoi. Un peu dommage. J'espère que, parce qu'ils sont en train d'en produire un en ce moment, le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet, qui a l'intention d'émuler un petit peu ces Trois Mousquetaires. J'espère qu'ils comprendront aussi les erreurs qui ont été faites sur ces Trois Mousquetaires et qu'ils nous sortiront un truc un peu plus sympa. C'est pas la même histoire. Mais c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Peut-être, tu vois, il y a peut-être quelque chose de plus fin à faire que... moins grandiloquent, moins, tu vois... Mais il y avait un autre truc qui me gênait avec le premier film, c'est le phrasé des acteurs et l'écriture des dialogues. J'avais trouvé que c'était très théâtral et que c'était souvent un peu problématique. Ça l'est moins, et étrangement en fait, je trouve que des mecs, les acteurs comme Pio Marmaille et Duris le font moins en fait, surtout Pio Marmaille. Mais alors est-ce que c'est son rôle de Porthos, un peu beauf, un peu bourru qui fait ça, où il parle plus comme nous en fait en 2023, en mode ouais mais j'y vais, et là tu fais j'y vais, enfin tu sais c'est peut-être pas le bon exemple, mais tu vois, il parle d'une façon très simple en fait, c'est pas du tout tu vois un langage soutenu. Et les autres, ça... Ouais, je sais pas, ça me dérange moins dans le 2. Okay. Ça me dérangeait dans le premier, ça me dérange moins dans le 2. Ça marche. Par contre, d'un coup, je sais pas si ça va parler à quelqu'un, mais il y a Alexis Michalik, le créateur de pièces de théâtre, enfin le comédien et metteur en scène de théâtre, qui a fait Edmond, qui a fait Le Porteur d'Histoire, etc., qui joue un rôle dans le film. Et lui, tu sens qu'il vient de la comédie, vraiment du théâtre, quoi. Et bah ça passe, en fait. Parce qu'en fait, c'est un comédien de théâtre. Et en fait, ça ressort et ça marche, en fait. Et en fait, je pense que c'est des comédiens de cinéma
et bah ça colle pas forcément, tu vois. Ah, peut-être. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais le mec, en fait, c'est nickel. Il joue un soldat, mais il le fait super bien. Et pourtant, c'est un soldat. C'est pas un mec de la haute, c'est pas... Et ça passe très bien, parce qu'il a ça lui colle bien, parce qu'il sait jouer ce langage, il sait jouer avec ce langage. Des mecs comme Pio Marmaille et Duris, qui ont un talent aussi... Bien sûr. Je remets pas en question, hein, même civil et tout. Cassel, ça marche aussi, parce que Cassel, il sait jouer ce truc-là encore. Il sait être un peu plus fin là-dessus, quoi. Les autres sont encore un peu trop frais, je pense, pour... Ça marche. Bon, bref. Ok, je très bien. Pas trop, quoi. Bon, les 3 mousquetaires, Milady, du coup, cette partie 2. Exactement. Deuxième partie et partie finale. Moi, je voulais vous proposer, alors pour les gens qui n'auraient pas encore tout à fait terminé leur cadeau de Noël et qui ont envie d'offrir du jeu vidéo de plateforme sur Nintendo Switch à un enfant, eh ben, je vous recommande Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Alors, c'est un remake du jeu du même nom qui était sorti sur Wii en 2011 ou 2012, et un remake tout en cel shading, très sympathique visuellement, c'est vraiment sympa. C'est un jeu de plateforme qui s'adresse vraiment aux enfants, comme tous les Kirby, j'ai envie de te dire. Donc si vous voulez faire un petit cadeau à soit un enfant, soit quelqu'un qui débute dans le jeu de plateforme, je pense que c'est un bon choix, puisque bon bah Kirby, vu qu'il vole, c'est quand même difficile de mourir, etc. Et puis son grand pouvoir, c'est d'aspirer ses ennemis et de choper leur super pouvoir, etc. C'est vraiment super mignon, c'est vraiment super facile, mais c'est très généreux en termes de contenu. Parce que il y a combien de monde? Il doit y en avoir 6 ou 7. Mais en plus de ça, tu débloques plein de petits modes de jeu différents, un mode arène, un mode boss rush, un mode mini-jeu, il y a vraiment plein de trucs qui justifient un peu son prix Nintendo et qui te donne une durée de vie qui est quand même assez correcte. Parce que si tu fais juste l'aventure en ligne droite, t'en as pour une dizaine d'heures, mais si tu mets tout bout à bout, parce que en plus de ça, ils ont rajouté un nouvel épilogue avec un des personnages qui apparaissait dans le jeu de base, qui rajoute 1 à 2 heures de plus de gameplay. C'est sympa. Franchement, moi j'ai passé un bon moment, et puis pour le coup, je suis un peu plus connaisseur en jeu de plateforme. Et entre Mario Wonder et celui-là, tu conseilles lequel ? Pour les connaisseurs, c'est Mario Wonder sans aucune hésitation, parce que Kirby, c'est vraiment une balade de santé. D'accord. Sinon... alors il y a un mode plus difficile, New Game Plus à la fin, où là pour le coup t'as vraiment très peu de soins et c'est plus difficile. Mais est-ce que t'as vraiment envie de refaire l'aventure alors que tu viens de la terminer? Peut-être pas. Par contre Mario Wonder, beaucoup plus varié, beaucoup plus sympa, plus long aussi, et avec des courbes de difficulté plus hautes également. Donc vraiment pour les gens, pour les connaisseurs, c'est Mario Wonder sans aucune hésitation. Pour les débutants, pour les jeunes, si vous voulez aussi jouer en coopération, en famille, les deux le proposent, hein. Mais peut-être Kirby pour les plus jeunes. Ok, voilà. Ça marche. Exactement. Donc Kirby's Return to Dreamland Deluxe, ça pour le coup je vous le recommande, mais si vous connaissez à qui vous adressez avec ce jeu. Voilà donc pour cet épisode 32 de Pop News, ce dernier épisode en direct, du coup, comme vous avez pu le voir avec cette breaking news. Et bien entendu, c'est pas tout à fait terminé pour les épisodes de 2024, puisqu'on vous propose la semaine prochaine, 2023 pardon, avant 2024 justement, il y aura un autre épisode qui sortira et qui sera dédié à notre bilan 2023. Alors notre bilan pour le podcast, mais aussi notre bilan de la pop culture en fait sur cette année 2023. Et la semaine suivante, pour fêter la nouvelle année, on vous propose nos attentes pour 2024, donc n'hésitez pas, ça sera pas en direct évidemment sur Twitch, mais il y aura quand même du contenu pour vos petites oreilles, donc n'hésitez pas à aller checker ça, à balancer vos petites étoiles sur les plateformes de podcast bien entendu, à partager sur les réseaux sociaux, à balancer les likes et les commentaires sur les plateformes qui le proposent, je pense notamment à YouTube, je pense notamment à Dailymotion, et puis à aller nous donner un petit denier, pourquoi pas, nos étrennes sur notre page Ko-fi et nous rejoindre sur Discord, allez voir tous les contenus qui sont disponibles sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube avec les shorts, etc. Et puis bah, nous, on vous laisse profiter tranquillement de votre semaine de Noël, de vos proches si vous avez la chance de pouvoir les voir, et puis de votre fin d'année. On vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut tout le monde.
Salut.